Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Ringdet, je suis le vice-président formation et vie universitaire de l'Université d'Orléans et je suis là devant vous pour vous faire une présentation sur étudier à l'Université d'Orléans. Alors, à qui s'adresse cette présentation? Elle s'adresse déjà aux lycéens qui se posent des questions sur leur orientation future dans l'enseignement supérieur. Elle se pose aussi, enfin, elle est aussi dédiée à leurs parents, qui bien sûr les accompagnent, et puis elle est aussi dédiée aux professeurs des lycées qui souhaitent actualiser leurs connaissances sur l'offre de formation de l'université. Alors, quelques mots de présentation sur l'Université d'Orléans. C'est une université qui est présente sur l'ensemble du territoire de la région Centre-Val de Loire. On est présent sur les 6 départements. On est présent au travers de 3 UFR, lettres, langues, sciences humaines, droit, économie et gestion, et puis sciences et techniques. Ces UFR sont présentes aussi bien sur Orléans que Châteauroux et Bourges. On a une offre développée à Châteauroux, une licence d'histoire, une licence de droit, une licence LEA anglais-chinois, qui n'est présente qu'à Châteauroux, une licence LEA anglais-espagnol, et elle est aussi présente sur Bourges, puisque sur Bourges, on présente à la fois une licence d'histoire, mais aussi une licence STAPS et une LAS STAPS. L'Université d'Orléans, c'est aussi l'OSUC, l'Observatoire des sciences de l'univers en région centre, qui propose des formations en sciences de la Terre. On a 4 IUT, Orléans, Bourges, Chartres, et puis l'IUT de l'Indre, qui est présent à la fois sur Châteauroux et puis sur Issoudun. 6 centres INSPE, présentes dans les 6 préfectures de la région, Orléans, Chartres, Bourges, Blois, Tours et Châteauroux. Le UKCVL, qui forme au métier de kinésithérapie, un département de formation médicale, et puis, nouveauté de la rentrée 26 à venir, un institut universitaire de formation en psychomotricité, qui prépare les étudiants au diplôme d'état de psychomotricien. Je vais évoquer en fait pas mal de ces composantes au travers de l'offre de formation à Bac+1 qui est proposée à la rentrée 2026. À ce jour, on a près de un peu plus de 18 000 étudiants et vous verrez, vous voyez qu'on a un nombre d'étudiants relativement important aussi bien sur Bourges, 1642, que dans l'Indre, 1139, à Chartres, 624, 518 à Tours et 192 à Blois. Alors, les présentations de l'offre d'une université nécessitent une actualisation en fait chaque année, puisque chaque année, de nouvelles formations sont proposées. Et ainsi, pour la rentrée 2026, on va proposer une licence professorat des écoles. On va proposer aussi un nouveau diplôme, donc le diplôme d'état de psychomotricien. On va proposer aussi une CPES, sciences et données, environnement et gestion des ressources naturelles. Bien entendu, ces formations ouvertes à Bac+1 vont faire l'objet d'une présentation au cours de cette session. Et puis, alors là, ça vous regarde moins, mais ouvrira à la rentrée 26, donc la seconde année du second cycle de la formation médicale. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, la faculté de médecine se développe, et année après année, à l'Université d'Orléans. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de s'informer ? Quelques petits chiffres, tout simples. Lors de la session Parcoursup 2024, alors on n'a pas encore les chiffres de la session Parcoursup 2025, mais les années se suivent et se ressemblent, 70% des bacheliers généraux de l'Académie Orléans-Tours ont accepté sur Parcoursup une formation universitaire. 45% des bacheliers technologiques de l'Académie Orléans-Tours ont accepté sur Parcoursup une formation universitaire. Et il est important de se renseigner parce que l'offre Parcoursup de l'Université d'Orléans, c'était 80 formations en 2025, ce sera 84 formations en 2026, et on peut vite être un tout petit peu perdu dans cette offre de formation qui est extrêmement riche. Accueillir des néo-bacheliers, on le fait chaque année. Vous voyez, ici, vous avez un joli tableau, en fait, qui, par grand type de diplôme, donc licence, y compris les LAS et les PASS, les licences Accès Santé et les parcours Accès Santé,
par but et puis par ingé, puisqu'on prépare aussi au métier d'ingénieur, vous donne en fait la répartition aussi par type de bac et puis par origine du lycée dans lesquels les étudiants ont passé leur bac, de nos néo-entrants. Et donc nos néo-entrants, cette année, pour cette rentrée 2025, c'était 3800 étudiants. Alors, on répond essentiellement à une demande locale, puisque 44% de nos étudiants, de nos néo-bacheliers, ont passé leur bac dans le Loiret, 36% ont passé leur bac dans la région Centre-Val-de-Loire, en dehors du Loiret, donc ça fait 80% d'étudiants qui viennent de la région Centre-Val-de-Loire, et puis 20% d'étudiants qui viennent d'autres régions que la région Centre-Val-de-Loire. Sur les licences, ce que vous constatez, c'est que ce sont essentiellement des bacs généraux qui s'inscrivent. 86% des inscrits dans nos cycles licences sont titulaires d'un bac général. C'est beaucoup plus équilibré pour les buts, puisqu'on est à moitié-moitié, mais ça c'est un aspect réglementaire, et je reviendrai sur ce point-là. Sur les écoles d'ingénieurs, on pourrait avoir tendance à croire qu'on ne recrute que des bacheliers généraux. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, et je le préciserai au cours de cette présentation. On accueille aussi, dans nos formations d'ingénieurs, des bacheliers technologiques. Ça représente une population relativement importante. Et en fait, ces bacheliers technologiques sont en double inscription, à la fois à l'IUT et aussi à l'école d'ingé, pour préparer leur intégration en troisième année en école d'ingénieur. Alors, le plan de cette présentation, qui va être relativement longue, mais qui sera chapitré, ce qui fait que vous allez pouvoir en fait naviguer entre les différents éléments de la présentation que je vais faire aujourd'hui. Et donc, on va voir dans cette présentation donc déjà une information sur la vie universitaire à l'Université d'Orléans. Effectivement, on étudie à l'Université d'Orléans, mais on y vit aussi, et on a plein de choses à vous proposer. Je présenterai ensuite donc le cycle licence dans les UFR, la licence professorat des écoles, qui est la grande nouveauté de la rentrée 2026, les buts proposés dans les IUT, devenir ingénieur à l'université, les études de santé, l'Institut universitaire de formation en psychomotricité, et puis un focus sur l'apprentissage à l'Université d'Orléans. Alors bien sûr, la présentation que je vais faire, elle ne peut être que très générale. Et il va falloir approfondir vos connaissances sur cette offre de formation, sur la dimension qui vous intéresse le plus, et on va vous proposer un certain nombre de rendez-vous à vos parents, pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur notre offre de formation. Alors évidemment, on sera présent au Forum de l'étudiant, le 6 décembre 2025. On sera aussi présent sur l'ensemble des salons de l'orientation organisés par la région Centre-Val-de-Loire en janvier et février 2026, et les différentes dates sont affichées sur ma présentation. Bien entendu, nous aurons une journée porte ouverte, et là aussi, vous serez les bienvenus, ce sera le 7 février 2026. Et puis aussi quelque chose que l'on développe depuis maintenant 3 ou 4 années, des sessions YouTube Live de présentation d'une dimension particulière de notre offre de formation. Ces sessions YouTube sont organisées généralement en janvier 26, elles seront organisées en janvier 26, le programme n'est pas encore établi, je vous en reparle dans quelques instants. Bien entendu aussi, l'université est régulièrement présente dans les semaines de l'orientation des lycées, et c'est aussi, tous ces rendez-vous sont là pour que vous puissiez rencontrer les enseignants, rencontrer les étudiants, et puis apprendre plus, connaître mieux en fait ces formations qui sont susceptibles de vous intéresser. En ce qui concerne ces sessions YouTube Live, alors vous avez dans le petit encadré bleu en bas à gauche en fait le programme de l'année 2025. Donc vous voyez, par exemple, on est en direct sur YouTube. Vous avez, avec une petite application qui s'appelle Slido, la possibilité de nous poser vos questions. On présente une dimension de notre offre de formation, et puis si vous avez des questions, bien on y répond. C'est une façon pour nous d'échanger avec vous, et ces différentes présentations font l'objet d'une captation qui est ensuite disponible sur la chaîne YouTube Live de l'université, donc vous avez le lien. Le programme 26 n'est pas encore établi, on est en train de travailler sur ce programme, et puis vous aurez dans la description de cette vidéo en fait un lien
vers ce programme qui débutera donc dès le début janvier 2026. Pour vous renseigner aussi, de façon primordiale, vous avez 2 sites qu'il va vous falloir consulter. Le site formation.univ-orléans.fr qui en fait présente toutes nos formations, pas simplement les formations à niveau Bac+1, mais l'ensemble de nos formations, nos masters, nos licences professionnelles, etc. Tout y est présenté. Et puis bien entendu, Parcoursup aussi. Ce n'est pas simplement qu'une plateforme sur laquelle vous allez candidater à des formations, c'est aussi une plateforme d'information. C'est une plateforme qui est excessivement riche et vraiment, consulter les informations, c'est extrêmement, extrêmement important. Première partie de cette présentation, donc la vie universitaire à l'Université d'Orléans. On vous a mis quelques jolies photos, c'est bien vert tout ça, évidemment, puisque l'Université d'Orléans, donc située à la Source, si vous ne nous connaissez pas, c'est un grand parc, c'est même le plus grand parc de la ville d'Orléans, et donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est un campus qui est quand même relativement agréable. Orléans est une ville étudiante. Ça ne se sait pas vraiment, et c'est pas nous simplement qui l'affirmons, c'est aussi le magazine étudiant, puisque là, vous avez le résultat du dernier palmarès des meilleures villes étudiantes en 2024. Donc, il y a 47 villes de plus de 8000 étudiants qui ont été classées, et puis nous, on arrive en 11e position, nous sommes la première des villes moyennes qui proposent moins de 20 000 étudiants, première des villes moyennes devant Montpellier, Rennes, Caen, Toulouse, Grenoble, Angers, Besançon, Lyon, Strasbourg, Nantes, Nancy. Et voilà, Orléans est 11e, c'est une ville étudiante. Je présente aussi généralement le plan de notre campus, puisque, alors il est sur fond vert parce que nous avons un très, très beau parc. Et puis, en fait, le campus de l'Université d'Orléans est à ce jour, en fait, unifié, dans le sens où il regroupe l'ensemble, quasi toutes nos composantes, à l'exception de l'OSUC, l'Observatoire des sciences de l'univers, qui est près, en fait, du BRGM, et à l'exception aussi de l'INSPE, qui est en centre-ville, et qui proposera les licences professorat des écoles. À ce jour, donc, la faculté de droit, économie, gestion est encore sur notre campus, mais normalement, à la rentrée 2027, nous disposerons de nouveaux locaux en centre-ville, à la place de l'ancien hôpital Madeleine. Et si vous rejoignez l'UFR droit, économie, gestion, vous ne ferez qu'un an sur le campus de la Source, et dès 2027, en fait, vous arriverez sur nos nouveaux bâtiments, qui s'annonce magnifique et splendide. Pour venir sur le campus, alors évidemment, vous pouvez venir en bus, vous pouvez venir en tram, vous pouvez venir en vélo, puisqu'il y a une piste cyclable sécurisée qui mène directement du centre-ville vers notre campus. Pour se déplacer sur le campus orléanais, puisqu'il y a aussi donc évidemment le tramway qui traverse le campus. Vous pouvez aussi vous déplacer en vélo, et si vous n'avez pas de vélo, on vous en prêtera un, puisqu'on peut emprunter des vélos, tout comme on emprunte un ouvrage en bibliothèque universitaire. Sur les sites de nos campus délocalisés, alors il est important de noter, par exemple, sur la ville de Châteauroux, et je crois sur Bourges aussi, que les transports publics sont gratuits pour les étudiants. C'est toujours une dimension intéressante. Le logement. Alors le logement, donc sur le campus ou à proximité, il y a un ensemble de résidences universitaires qui peuvent vous être proposées. Alors des résidences Crous sur le campus même, et une offre privée peu éloignée du campus. Alors il est extrêmement important, si vous devez vous loger, de déposer votre dossier social étudiant au plus tôt, pour savoir si vous pouvez bénéficier d'une chambre en résidence universitaire, et de démarrer au plus tôt vos démarches de recherche de logement. Si vous arrivez début septembre à la recherche d'un logement sur Orléans, ça va être très compliqué parce qu'il y a quand même des tensions sur le marché locatif à Orléans, mais aussi à Bourges, mais aussi à Chartres. Alors, nous, université, au travers du bureau de l'aide, que je détaillerai par la suite, on peut accompagner les étudiants qui rencontrent des difficultés de logement, mais il est vraiment important que pour toutes vos démarches de logement, vous débutiez très très tôt
votre recherche pour voilà, être à peu près certain d'obtenir la chambre ou le logement dont vous avez besoin. Une université, c'est aussi un ensemble d'accompagnements qui vous proposés. Ils vous sont proposés, pardon. Le premier accompagnement qui peut vous être proposé, ce sera au travers de la direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle, la DOIP. On a encore besoin de s'orienter à l'université parce que lorsqu'on arrive, on peut avoir un projet et que ce projet, il évolue avec le temps parce que vous connaissez mieux la discipline que vous étudiez et que vous vous dites « tiens, peut-être que je pourrais aller vers ceci, vers cela ». Et donc, vous allez avoir besoin d'interlocuteurs aussi pour continuer ce processus d'orientation que vous entamez actuellement au lycée. Cette cellule, cette direction est aussi importante pour vous informer. Elle va aussi vous aider lorsque la question se posera à vous insérer au travers d'ateliers CV, d'ateliers d'entretien, de connaissance de soi, etc. Et puis, si vous avez l'âme d'un entrepreneur, eh bien, c'est aussi avec la DOIP que vous pourrez développer cette âme, puisque on propose des accompagnements aux étudiants qui ont des projets en entrepreneuriat. Des étudiants accompagnés, c'est aussi des étudiants que l'on va suivre au travers de la passerelle handicap, puisque cette passerelle, en fait, elle a pour objet d'accompagner les étudiants en situation de handicap permanent ou temporaire, donc en liaison avec notre service de santé universitaire, et il va s'agir en fait de proposer des aménagements, et ces aménagements, ils peuvent concerner vos examens. On va pouvoir vous proposer des temps supplémentaires, une composition sur ordinateur, une salle particulière à petits effectifs, enfin voilà, l'ensemble des aménagements possibles vous sont listés en fait sur la diapositive. Et puis, plus immédiatement, on peut aussi vous proposer, au travers donc de la passerelle handicap, des aménagements de vos études, des preneurs de notes, du tutorat, du soutien, de l'aide à la mobilité sur le campus, de l'aide à la manipulation, des crédits de photocopie, etc., d'utilisation de logiciels. Voilà, un ensemble d'aménagements qui vont être là pour vous aider à avoir une vie étudiante normale, comme tout étudiant, sans vous éprouver de difficultés particulières. Je l'ai indiqué, la passerelle handicap travaille avec le service de santé universitaire, et donc essentiellement présent sur Bourges et Orléans, même s'il y a une offre sur nos autres campus de proximité. Vous avez sur cette diapositive en fait l'ensemble des services dont vous pouvez bénéficier, les entretiens infirmiers, des examens de santé, des vaccinations sur rendez-vous, un soutien psychologique aussi, un soutien, accompagnement social, dépistage des IST, etc. Donc des consultations, les ateliers, des aménagements d'études des examens, comme je l'ai indiqué, c'est eux qui effectivement vont pouvoir évaluer votre situation et proposer en fait des aménagements. Le passage du lycée aux études supérieures, ça peut être synonyme de difficultés pour nos étudiants, et c'est pour ça en fait qu'on a mis en place, c'est depuis maintenant 5 ans, un guichet, le guichet de l'aide, accueil individualisé des étudiants, qui est là pour vous aider à résoudre des difficultés quotidiennes que vous pouvez rencontrer dans vos démarches administratives, dans des problèmes avec le numérique, problèmes de santé, des difficultés financières, des problèmes avec votre scolarité, ou des problèmes avec votre logement, ou une recherche de job. Donc ce bureau-là, qui est présent sur le campus, voilà, il est là, il est ouvert tous les jours, sans rendez-vous, il est ouvert avec des horaires adaptés, entre midi et 14h lorsque vous n'avez pas cours. Venez rencontrer les personnes de l'aide et venez leur demander un petit peu de soutien, leur poser des questions. Ils seront là pour vous aider. Alors, quelques exemples d'actions de l'aide. On va vous aider, si vous avez des difficultés, à accéder au numérique. On a un service à l'université qui s'appelle Presto, qui va vous prêter un ordinateur si vous n'en disposez pas. L'aide, le bureau de l'aide, donc c'est le point de l'entrée, et puis vous allez retirer votre ordinateur à la BU, comme on retire un ouvrage. Le PAN aussi, c'est
Le PAN, c'est le parcours d'accueil et d'orientation numérique. C'est quelque chose qui est proposé aux étudiants qui nous rejoignent en première année pour mieux faire connaissance avec les outils numériques mis à leur disposition et aussi mieux faire connaissance avec la structure qui va les accueillir, l'UFR, l'IUT, l'école d'ingé qui va les accueillir. PAN travaille aussi avec Emmaüs Connect de façon à pouvoir récupérer des ordinateurs portables reconditionnés. On bénéficie pour ça de financements liés à la CEVEC, je parlerai de la CEVEC plus tard, et des financements régionaux liés au programme AVEC. Si vous avez des difficultés avec le numérique à l'université, on a en fait un accompagnement proposé par des tuteurs, et vous pouvez y accéder sans difficulté. Et puis aussi, au bureau de l'aide, il y a des PC à disposition, aussi dans les BU, pour vous aider dans vos démarches administratives. On travaille ici en lien avec France Service. Le bureau de l'aide, ce sera aussi votre interlocuteur si vous êtes à la recherche de job, puisqu'on a organisé des forums job, donc généralement à la rentrée, mais aussi en mars-avril sur les jobs d'été, et puis tous les mardis après-midi, il y a un mardi job au bureau de l'aide où on a des entreprises qui viennent nous voir et qui nous disent voilà, moi j'ai besoin de quelques étudiants. Donc au cours de ce mardi job, vous allez rencontrer les employeurs, job dating. Le bureau de l'aide diffuse des annonces et l'Université d'Orléans a développé en fait une politique très volontariste de proposition d'emploi étudiants par l'université. Donc, on propose, nous aussi, un ensemble d'emplois à nos étudiants. L'aide, en fait, permet aussi l'accès aux droits des étudiants. On travaille avec un ensemble de partenaires institutionnels et associatifs, l'assurance maladie, la CAF, le CRUS, des associations comme OSEM, comme ESOP Orléans, qui propose une épicerie solidaire. Nous sommes label information jeunesse, on travaille avec le CRIJ, on travaille avec Itinéraire qui est une association qui aide dans le logement d'urgence en cas où vous avez vraiment des difficultés, et puis une association étudiante assez sympathique qui s'appelle la Clinique Juridique, où les étudiants de droit en fait peuvent venir vous renseigner si vous avez des difficultés d'ordre pas légal, on ne va pas vous envoyer en prison, c'est pas ça l'idée, mais de poser des questions sur vos droits par rapport à la loi. L'aide propose aussi des ateliers, comment faire sa première déclaration d'impôt, comment faire sa demande d'APL, comment renouveler son titre de séjour, etc. Enfin, l'aide propose aussi, alors c'est pas enfin parce que j'en ai encore d'autres, l'aide propose aussi un ensemble d'animations, des ateliers bricolage, des concours photo, un atelier tricot. C'est un très très grand succès, l'atelier tricot. On a énormément d'étudiants qui voient en fait au travers des échanges intergénérationnels qui ont lieu dans cet atelier, parce que ce sont généralement des personnes âgées qui viennent former nos étudiants, voient un moyen peut-être de sortir de leur isolement ou de rencontrer d'autres étudiants, d'autres formations ou d'autres composantes. Il fonctionne vraiment bien, on a des ateliers jeux de société, enfin un ensemble d'animations qui vous sont aussi proposées par l'aide. Alors l'aide n'est pas au centre de tout, on a aussi pas mal de choses à vous proposer, ne serait-ce que par exemple en ce qui concerne la vie culturelle. Sur le campus de l'Université d'Orléans, il y a une salle de spectacle, notre salle de spectacle, qui s'appelle Le Bouillon. Et dans cette salle sont programmés des spectacles, des concerts, des projections cinématographiques, des conférences. Le Bouillon propose aussi des ateliers artistiques, des accompagnants de projets artistiques. Et tout ça, c'est entièrement gratuit pour les étudiants. Pour tout ce qui concerne spectacles ou projections cinématographiques, conférences, etc., il suffit simplement de s'inscrire et hop, votre place est réservée. Et donc, vous n'avez rien à payer. Une université, c'est aussi une vie associative, et c'est une vie associative très riche sur le campus et sur l'ensemble de nos campus. On a à ce jour 115 associations étudiantes qui sont présentes sur nos campus et qui vont agir dans tous les domaines. Sport, théâtre, radio, on a une radio sur le campus. Radio Campus est présente sur notre campus orléanais et est une association étudiante. Si vous avez envie de faire de la radio, vous pourrez en faire.
Des associations donc qui agissent dans le domaine de la citoyenneté, de la culture, solidarité internationale, vulgarisation scientifique, promotion des cultures étrangères, musique, syndicalisme étudiant, etc., etc. Et si il n'y a pas l'association de vos rêves, vous serez accompagné pour la créer. Donc vraiment, on fait vraiment pas mal de choses, nous, pour accompagner nos associations. Par exemple, dans le cadre du Fonds de solidarité et développement des initiatives étudiantes, ce qu'on appelle le FSDIE, eh bien, chaque année, ce sont près de 250 000 € qui sont distribués à ces associations et qui viennent soutenir les initiatives de ces associations. On a ainsi soutenu 83 projets en 2024-25, et puis il y a un lien un petit peu compliqué à suivre, mais si vous cherchez sur le site de l'université, vous trouverez FSDIE et vous pourrez voir en fait l'ensemble des projets qui ont été soutenus par ce fonds. Une vie sportive aussi extrêmement riche, puisque nous avons sur l'Université d'Orléans un pôle STAPS, et qui donc dispose d'un ensemble d'installations sportives, et ces installations sportives, elles peuvent être mises à disposition... tiens, il y a une erreur... pardon, je pensais qu'il y avait une erreur faute d'orthographe. Ces installations sportives, elles peuvent être mises à disposition en dehors des périodes de cours. Alors, on peut les mettre à disposition à des associations sportives de composantes. Elles peuvent être mises à disposition aussi de l'ASUO. Alors, l'ASUO, c'est la plus grande association de l'université. Et ça vous permet en fait de participer aux compétitions de la FFSU, Fédération française de sport universitaire. Et puis aussi à d'autres associations pour des événements ponctuels. Moi, association des IUCiens de l'Université d'Orléans, on voudrait bien organiser une nuit du volley, on voudrait bien organiser ceci, cela, et bien donc on peut mettre à disposition donc ces installations. Ces installations, elles servent aussi au SUAPS, qui est un service qui va vous proposer plus de 50 activités sportives différentes, encadrées, vous n'êtes pas tout seul, et qui sont proposés donc sur nos 5 campus. 110 créneaux, plus de 110 créneaux sont proposés par semaine, et vous avez, tout en petit sur ma présentation, en fait, l'ensemble, et encore, il doit en manquer, l'ensemble des activités sportives qui peuvent vous être proposées dans le cadre du SUAPS. Là, il suffit simplement de s'inscrire, c'est gratuit. Voilà, très simple. Le SUAPS propose aussi, en fait, dans le cadre des financements CEVEC, des activités ponctuelles. Par exemple, ça c'est le programme de 2025. On a eu une semaine olympique et paralympique, on a eu des sorties karting, un tournoi de beach volley, un stage plongée, les jeudis sport et culture, des passages de brevet fédéral de haltéromusculation, des passages du BNSSA, Maître nageur sauveteur. Et enfin, toujours pour accompagner nos étudiants sportifs, il y a un statut particulier pour les sportifs de haut niveau qui va permettre donc à ces sportifs de bénéficier de droits particuliers, d'aménagements particuliers et qui doit leur permettre de concilier en fait leurs études et leur carrière sportive. Donc, si vous êtes sportif de haut niveau, voilà, un ensemble de dispositifs sont déjà en place et vous pourrez en bénéficier si vous en faites la demande. Enfin, vie sportive, donc un petit point sur l'ASUO. Chaque année, on a plus de 500 étudiants qui participent à des compétitions de la Fédération française de sport universitaire. On est une université sportive, on est régulièrement classé dans les classements d'universités qui récupèrent le plus de médailles. En 2025, on a eu 11 champions de titre de France, 7 vice-champions, 9 médailles de bronze, et on a les équipes de judo et de football qui sont régulièrement qualifiées pour les championnats d'Europe. Donc voilà, si vous avez envie de faire du sport, soyez rassurés, vous aurez largement moyen de faire du sport à l'Université d'Orléans. Là, c'était une pause. Bien, parlons maintenant formation. On va commencer par le cycle licence des UFR, qui est le cycle qui accueille plus de néo-bacheliers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une licence ?
Une licence, c'est une formation généraliste, un domaine particulier certes, mais qui vise à vous préparer à l'entrée en master. Et donc, si vous vous engagez dans un cycle licence, vous vous engagez sur des études longues à Bac+5. Une licence, ce n'est pas un tube dans lequel, en fait, tout le monde va faire exactement la même chose. Une licence est organisée de la façon suivante. La première année, c'est toujours une année d'orientation qui va permettre généralement l'accès à au moins 2 licences disciplinaires. Et les années 2 et 3 du cycle licence, c'est 3 ans une licence, on va vous proposer une spécialisation progressive. Alors, pas dans le détail, mais par UFR. Voici ce qui vous est présenté, proposé en UFR, lettres, langues et sciences humaines. Alors, on va commencer par le bas du tableau sur la L1 LLCER anglais, espagnol, lettres, histoire, géographie et sciences du langage. Ce sont des licences qui vous annoncent en fait une discipline, mais lorsque vous vous inscrivez dans cette licence, lorsque vous arrivez à la rentrée, on va vous demander de choisir une mineure. Donc je suis par exemple en licence de géographie, et puis quelles sont les mineurs proposées? On va me proposer une mineure histoire, on va me proposer aussi une mineure aux sciences de la Terre. Bon. Pourquoi on vous propose des mineurs? Parce qu'on va vous proposer en fait de découvrir une autre discipline, et puis d'affiner au cours du premier semestre votre orientation. J'ai pris une L1 lettres, et puis j'ai pris la mineure sciences du langage. Je ne sais pas ce que c'est que les sciences du langage, ce n'est pas à étudier dans les lycées. J'ai découvert les sciences du langage, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant, et au terme du premier semestre, eh bien, vous pouvez dire « Ok, je vais changer. Je vais maintenant m'inscrire en licence 1 sciences du langage, et les lettres vont devenir ma mineure. » Et au terme de la première année, eh bien, vous aurez le choix entre une L2 lettres ou une L2 sciences du langage. D'accord? Donc une première année ici est organisée de façon à vous permettre de vous réorienter si vous découvrez quelque chose qui vous intéresse particulièrement. Sur les LEA, les licences LEA, en fait, il y a 2 façons d'étudier les langues à l'université. Il y a, je souhaite en fait pratiquer les langues dans le cadre d'une activité économique, dans une entreprise, dans une cellule export, import, voilà. La formation qui va m'intéresser, c'est LEA. Je voudrais être bilingue sur l'anglais-allemand, d'accord? Et bien, pour après travailler dans une entreprise qui travaille et avec les États-Unis, l'Angleterre ou d'autres pays, ou des entreprises qui travaillent avec l'Allemagne. Bon. Ça, c'est une première façon d'appréhender une certaine langue. Et puis, vous avez aussi la seconde façon qui est proposée par les LLCER. Une licence LLCER, c'est l'étude de la langue, c'est l'étude de la culture. Et puis, vous allez effectivement faire de l'anglais, mais vous allez aussi étudier le monde anglophone. Et vous allez aussi découvrir la culture anglophone. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour les étudiants qui se sont trompés? Je suis arrivé en LLCER, et non, mais moi, la culture, c'est pas ça, moi, je voudrais pratiquer. Eh bien, vous pourrez vous réorienter de droit. D'accord? Là aussi, il y a des bascules automatiques vers les licences LEA. Quelques petites spécificités, il y a une double licence droit-histoire qui est proposée. Alors les doubles licences, elles sont sélectives, hein. Toutes les autres ne sont pas sélectives. Donc ça, c'est l'organisation en lettres, langues et sciences humaines. Sur l'UFR droit, économie et gestion, en fait, donc 2 licences vous sont proposées, une licence économie-gestion et une licence droit général, ou droit européen, en fait. La licence économie et gestion, c'est une licence dans laquelle la première année est commune entre les gens qui se destinent à l'économie, donc à l'économie et aux mathématiques, parce qu'on a besoin de maths en économie, et des étudiants qui se destinent à la gestion et au droit, parce que quand on fait de la gestion, on a aussi besoin d'éléments de droit. La première année est commune. Au terme de la première année, soit vous irez vers la majeure économie, soit vous irez vers la majeure gestion, et puis ensuite, vous allez développer des compétences particulières, des spécificités, des spécialisations au cours de votre cycle licence. Sur le droit, c'est un petit peu particulier. Sur le droit général, en fait, l'orientation progressive, elle va se faire au travers de choix de cours.
Je veux aller soit vers le droit des affaires, soit vers le droit social, soit vers le droit public, soit vers le droit privé. Eh bien, ce sont des options au sein de la licence de droit que vous allez devoir choisir si vous êtes intéressé par telle ou telle dimension du droit. En ce qui concerne le droit européen, donc là, vous avez à la fois une licence de droit, mais aussi, en fait, pas mal de cours de langue et du droit international qui vous est proposé. Je cite en fait dans cette diapo l'ELAS, on reviendra là-dessus plus tard sur les licences Accès Santé, on reviendra sur ce point après. Les licences économie-gestion, droit général, droit européen ne sont pas des licences sélectives, elles sont des licences, on ne peut pas vous dire non, il y a un nombre de places limité, mais on ne peut pas vous dire non. Par contre, les doubles licences que vous voyez apparaître, droit économie-gestion, droit histoire, qu'on a déjà vu sur la précédente diapo, et économie-gestion informatique, sont des licences sélectives. Une licence, de façon générale, en fait, c'est à peu près 500 heures de cours au cours d'une année, 250 heures de cours par semestre, une vingtaine d'heures de cours par semaine. Sur une double licence, évidemment, le poids est un petit peu plus lourd. Vous êtes plutôt à 30-35 heures, et donc quand même, il faut qu'on s'assure que vous soyez suffisamment solide pour supporter la charge de travail. Enfin, une nouvelle formation qui va ouvrir à la rentrée 26, le CPES Géosciences, Sciences du numérique et économie. Et là, je vais avoir une petite diapo pour vous présenter cette formation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CPES? C'est un cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. Le principe des CPES, c'est d'aller mixer, si on veut, deux disciplines que vous ne retrouverez jamais mélangées, en fait, dans une licence générale. Ici, en fait, vous allez avoir des blocs de connaissances qui vous sont apportés en économie, en géosciences, sciences de la Terre, et dans les fondamentaux du numérique. C'est une formation qui est proposée par, en fait, qui est menée par 3 unités de formation partenaires, le lycée Potier, l'UFR Droit Économie Gestion, et puis l'OSUC, l'Observatoire des sciences de l'univers du Centre Val-de-Loire. Le lycée Potier, pourquoi? Parce qu'en fait, en première année, 80% de vos cours auront lieu au lycée Potier, et 20% des cours, qui accueillent des CPGE, enfin vous serez post-bac dans un lycée d'enseignement général, donc 80% des cours vont être dispensés au lycée Potier, et puis 20% des cours seront dispensés à l'université. En deuxième année, c'est moitié-moitié. Et en troisième année, 80% des cours sont assurés à l'université, et puis 20% sont assurés au lycée Potier. Cette formation, en fait, elle visera à terme à vous donner une licence que vous aurez à choisir, soit en sciences de la Terre, pour vous destiner ensuite dans des masters orientés sciences de la Terre et géodata, soit une licence en économie, pour vous envoyer ensuite soit vers des masters orientés finances vertes, ou finances durables, soit des masters en statistiques appliquées qui sont proposés en DEG. Donc c'est vraiment un parcours novateur qui vous permet vraiment enfin, un parcours que vous ne trouverez nulle part ailleurs, quoi. Et c'est quelque chose de très particulier, très riche, et voilà, dans lequel vous serez les bienvenus. La filière est aussi sélective, on peut vous dire oui, on peut vous dire non. Dernier point, une priorité absolue est donnée aux boursiers. Ce sont des structures qui, si vous êtes boursier et si votre dossier est retenu, a priori, il y a très bonne chance pour que vous soyez accepté. Passons maintenant côté UFR Sciences et Techniques, donc le pôle STAPS. Donc, je vous l'avais précisé au départ, en fait, la première année est une première année d'orientation. Le pôle STAPS, en fait, propose 4 licences disciplinaires. Entraînement sportif, management du sport, éducation et motricité, activité physique adaptée et santé. Mais en première année, en fait, tout le monde est dans un tronc commun. Vous faites exactement tous la même chose, et la première année, elle va vous permettre, en fait, de mieux découvrir ce que sont les STAPS, et ensuite de mieux choisir, en fait, la licence disciplinaire qui fera suite à votre L1. Sur le côté sciences, à l'UFR Sciences et Techniques, ici, l'offre première année est organisée en portail. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, mathématiques et informatique, qu'au premier semestre,
eh bien vous allez avoir moitié de votre temps sur les enseignements de mathématiques et moitié de votre temps sur les enseignements en informatique. Au terme du premier semestre, on va vous demander de choisir une discipline majeure. Ah, moi je vais choisir une majeure mathématique et vous aurez une mineure informatique. Ou je vais choisir la majeure informatique et vous aurez une mineure mathématique. Et au terme de votre première année, vous pourrez aussi bien vous inscrire en L2, si elle est réussie, en L2 mathématiques ou en L2 informatique. D'accord ? Donc les différents portails proposés donc, par l'UFR Sciences et Techniques vous sont précisés ici sur la diapo. On a 6 portails proposés. Autre spécificité aussi, une double licence mathématiques-physique. Le principe d'une double licence, c'est d'avoir 2 licences. Donc au terme des 3 années, vous aurez à la fois une licence de maths et aussi une licence de physique. C'est un programme ambitieux, mais on a des étudiants qui sont vraiment intéressés par cette perspective. 2 formations aussi très particulières qui sont peu connues, mais qui sont reconnues sur le marché du travail pour leur excellence, nos cursus master en ingénierie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cursus master en ingénierie? On en a 2. Chimie pour l'innovation thérapeutique et la cosmétique, et puis ingénierie statistique des données et modélisation. Dans un CMI, un cursus master en ingénierie, vous allez suivre les enseignements alors par exemple pour la chimie, de la licence chimie. D'accord ? Vous allez faire vos 5 années, licence chimie, master chimie. Mais en plus de ces enseignements, vous allez avoir un ensemble d'enseignements d'ouverture, comme on peut en avoir en école d'ingénieur. Je vais avoir les enseignements d'économie, de droit, de gestion, de prise de la parole, voilà, un ensemble d'enseignements qui sont donc éloignés de votre discipline principale, qui sera la chimie, pour vous donner une formation plus large, vraiment très très proche de ce qu'on vous proposera en école d'ingénieur. Ça ne vous donne pas le titre d'ingénieur, mais c'est très proche de ce qu'on attend d'un ingénieur, et c'est exactement comme ça en fait que sont construits les diplômes d'ingénieur en Allemagne. Bon ben voilà, ici c'est comme ça. Sur le CMI, donc ingénierie statistique des données et modélisation, donc là on est mathématiques appliquées, d'accord, mathématiques appliquées en tant qu'outil d'aide à la décision dans les entreprises, et vous allez suivre un cursus en licence de mathématiques et en master de mathématiques appliquées, et vous bénéficierez aussi de ces enseignements en économie, en droit, en gestion, etc., qui vont en fait enrichir votre formation. Donc, pour vous montrer un tout petit peu ce qui va se passer après, alors je ne l'ai pas fait précédemment, mais bien pour vous montrer qu'en fait il y a une spécialisation progressive qui intervient. Donc je vous propose ici, en fait, c'est un petit peu compliqué, mais c'est le schéma que peuvent suivre nos étudiants entre la L1, la L2 et la L3. Alors, vous voyez, vous avez pris le portail Math-Éco, vous pourrez en L2 être soit sur une licence d'économie-gestion, et donc avec l'ensemble des parcours proposés dans la licence d'économie-gestion, que je ne peux pas reprendre sur la diapo, soit bien sûr sur une licence de maths. Et puis, la deuxième année de la licence de maths, elle est commune, mais après, on va vous proposer un parcours qui visera pour vous obtenir le CAPES, ou rester sur des maths appliquées. Voilà, en fait, vous voyez, ça devient vite compliqué, mais en fait, on va vous orienter, on va vous préciser toutes ces choses-là, et puis vous allez vous découvrir, en fait, dans votre discipline, et vous allez, voilà, découvrir le champ particulier d'application de la discipline pour faire un choix d'orientation au sein de votre licence, pour ensuite, bien sûr, faire le master dont vous avez envie. Autre particularité aussi de l'UFR Sciences, et pas simplement que l'UFR Sciences, l'offre Minerve, puisque l'offre Minerve est aussi déclinée ailleurs. L'offre Minerve, c'est quoi? C'est proposé depuis la rentrée 2025, ce sont des parcours excellence Minerve à capacité très limitée. On ne propose que 10 places à peu près par parcours Minerve, et il s'agit en fait de sensibiliser des étudiants à la recherche. Dans les licences, on va vous proposer des cours spécifiques orientés recherche, des semaines de stages en laboratoire, un encadrement renforcé, des projets encadrés dans des laboratoires pédagogiques dédiés à ça.
Et puis, si vraiment la recherche vous intéresse, de toute façon, on l'espère, parce qu'on crée du savoir à l'université, ne pas oublier ça, et c'est la recherche qui crée le savoir. En master, on va vous proposer en fait un master avec une formation modulaire, pluridisciplinaire, des bourses d'excellence en M1 et puis beaucoup plus importantes en M2, et des quasi-alternances en fait au sein de laboratoires de recherche tout au long de votre année de M2. Et donc tout ça, c'est pour vous mener ensuite vers un doctorat. Enfin, il ne s'agit pas de vous projeter immédiatement vers « tiens, je veux faire un doctorat », on a largement le temps d'y réfléchir là-dessus, mais si la recherche vous intéresse, si la création de connaissances vous intéresse, c'est ça la recherche, eh bien ces parcours Minerve, en fait, ils sont là pour vous. Globalement, donc cette offre licence qui forcément va être suivie par un master, parce que c'est l'objet d'une licence, on rentre en licence pour se préparer à un master, et on fait un master pourquoi? Pour se professionnaliser, pour avoir un emploi à la fin. Eh bien, quel résultat en fait, en ce qui concerne notre offre licence master? Voilà, je vous ai fait un petit graphique. Alors, un petit graphique, d'où est-ce que ça sort tout ça? C'est une enquête qui est faite par le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, c'est une enquête particulière, puisqu'ils vont pas enquêter vraiment les gens, ils vont prendre les bases des étudiants diplômés, et puis ils vont regarder les bases des salariés, et puis ils vont essayer de les retrouver. Et donc, ils calculent ainsi des taux d'emploi. Tiens, il y a tant d'étudiants diplômés qui sont en emploi. Voilà ce que donne. Et puis, est-ce qu'ils ont un emploi stable ou pas? Eh bien, vous voyez, chaque université sur ce graphique est représentée par un petit cercle. Et le cercle, il est proportionnel au nombre d'étudiants diplômés. Et évidemment, plus on est en haut et plus on est à droite, mieux c'est. Ça veut dire que votre taux d'emploi, il est plus fort que la moyenne, c'est la ligne verticale, et que votre taux d'emploi stable, il est plus élevé que la moyenne nationale, c'est la ligne horizontale. Eh bien, le petit point rouge, c'est l'Université d'Orléans. Le taux d'emploi des diplômés de master de l'Université d'Orléans est supérieur de 8,2 points au taux national. Le taux d'emploi stable des diplômés de master de l'Université d'Orléans est supérieur de 3,7 points au taux national. Soyez bien assurés que l'objet de nos formations, c'est bien de professionnaliser les étudiants, c'est bien de leur offrir, au terme de leur formation, des vraies possibilités d'emploi, des emplois en liaison avec la formation qu'ils ont reçue. Voilà. Donc, ça, c'est le cas de la dernière enquête, et on communique, nous, régulièrement sur tous ces résultats, parce que nous avons une association de qualité, il faut que ça se sache, et voilà, et on le dit. Alors, je vais le faire en fait pour chaque type de formation, je vais évoquer en fait les conditions de la réussite en licence. Parce que ça se dit, il paraît que voilà, on ne réussit pas beaucoup en licence, eh bien on va en parler. Alors déjà, je le rappelle, les licences générales proposées dans les UFR ne sont pas des filières sélectives. On ne dira pas non à votre candidature. D'accord? Une filière sélective, c'est une filière où on dit non. Ici, on ne dit jamais non, on vous classe. Mais vous pouvez ne pas recevoir de proposition de mission si la capacité d'accueil, elle est atteinte. Donc, les commissions d'examen des vœux à l'université vont classer les candidatures, et puis, évidemment, les premiers classés vont recevoir une proposition, et puis peut-être que dans certaines licences, les derniers classés, ceux qui ont été jugés comme étant les moins susceptibles de réussir dans la licence, ils n'auront peut-être pas de proposition. Donc on a certaines licences qui sont en tension à l'université, qui ont beaucoup de candidatures et qui, à la fin, remplissent toutes leurs capacités d'accueil. Et ces licences en tension, c'est la L1 STAPS, c'est la L1 droit général à Orléans, à Bourges-Châteauroux non, mais à Orléans, elle est en tension, la licence économie-gestion et la L1 anglais-japonais, qui est extrêmement demandée. Les LAS et les PASS sont aussi des filières en tension, mais on reviendra sur les LAS et les PASS par la suite. Donc il faut avoir ça en tête. Ensuite, les conditions de la réussite en licence, alors c'est déjà, les licences ne sont pas sélectives, donc on ne vous dira jamais non, même si vous ne présentez pas les attendus.
Et donc, il est extrêmement important que, lorsque vous candidatez, vous ayez vérifié sur Parcoursup que vous possédez bien les attendus de la formation que vous visez. Si vous ne possédez pas les attendus, évidemment, le risque d'échec, il va être important. J'ai 3 cas proposés ici dans cette diapo. Vous vous inscrivez dans un portail qui implique les mathématiques. Vous avez arrêté les mathématiques en seconde. Ça va être compliqué. Vous vous inscrivez dans une LEA anglais-allemand. Vous n'avez jamais fait d'allemand. Une LEA anglais-allemand n'accueille pas de grands débutants en allemand. Ça va être compliqué. Par contre, LEA anglais-japonais, LEA anglais-chinois à Châteauroux, on accueille des grands débutants. D'accord ? On sait très bien qu'il n'y a pas d'allemand, très peu de chinois ou très peu de japonais en seconde langue dans les lycées. Donc là, on est adapté. Mais la LEA anglais-allemand, c'est pour des gens qui ont déjà fait de l'allemand. Cas d'échec, alors c'est un cas qu'on rencontre de moins en moins parce que le STAPS a beaucoup communiqué autour de cette offre, mais les étudiants qui s'inscrivent en L1 STAPS, qui sont convaincus qu'ils font beaucoup de sport, qui font même que du sport dans cette filière, ils vont être très déçus parce que une L1 STAPS, c'est une formation à dominante scientifique. Alors effectivement, il y a des pratiques sportives, mais ça n'occupe pas une place importante, c'est une place marginale dans votre cursus. C'est une formation scientifique. Donc, ce que vous devez avoir en tête, c'est qu'un étudiant qui réussit sa L1, c'est déjà un étudiant qui a pris connaissance des attendus et qui s'est renseigné sur le contenu de la formation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, un joli tableau. Qu'est-ce qu'on est allé faire ici ? On est allé regarder les néo-bacheliers qui se sont inscrits en 2024-25 dans une licence générale. Et puis, on est allé regarder mais où est-ce qu'ils sont un an plus tard, cette année-là, à la rentrée. Est-ce qu'ils sont inscrits en L2 ? Est-ce qu'ils redoublent ou est-ce qu'ils sont réorientés au sein de l'Université d'Orléans ou est-ce qu'ils ont quitté l'Université d'Orléans ? Alors, ce que vous devez retenir, c'est... Alors déjà, je vous rappelle que nos formations accueillent essentiellement les licences des bacs généraux. Vous voyez, 80% des mentions très bien sont en L2. 75% des étudiants qui ont eu un bac avec mention bien sont en L2. 52% des mentions assez bien sont en L2. 24% des étudiants sans mention, donc qui ont eu entre 10 et 12, sont en L2. D'accord ? Donc, voilà, c'est la première information. Sur les bacs technologiques, là aussi, une licence, c'est compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Bac technologique, dont toute mention confondue, 18% des étudiants titulaires d'un bac technologique étaient en L2 l'année d'après. Bac professionnel, c'est encore plus difficile. C'est possible, mais c'est encore plus difficile, 10%. Les bacs autres sont des étudiants qui sont soit titulaires d'un bac étranger ou qui ont un DAEU ou un diplôme d'accès à l'enseignement supérieur, enfin des diplômes équivalents bac. Voilà, en toute transparence. Ce que vous devez retenir, c'est les étudiants qui réussissent leur L1 ont déjà acquis de bonnes méthodes de travail. On n'a pas une mention bien, très bien, par hasard, quoi. Et c'est indispensable en licence. Pourquoi c'est indispensable en licence ? Parce qu'une semaine de cours en licence, c'est entre 20 et 25 heures de cours par semaine. Un peu plus de 30 dans les doubles licences. Mais il est indispensable de travailler très régulièrement ces cours. 1 heure de cours, 1 heure de travail. Tous les responsables de licence vous le diront. On doit travailler ces cours au fur et à mesure. Parce que, pourquoi ? Vous avez les enseignements qui vont être évalués comme au lycée en contrôle continu. Mais vous avez aussi les enseignements, il en reste encore, qui sont évalués en contrôle terminal. D'accord ? Donc en contrôle terminal à la fin du semestre. Les cours commencent en septembre, les examens ont lieu en fin décembre, janvier. Si vous attendez 8 jours avant l'examen pour ouvrir vos notes de septembre, ça ne va pas bien se passer. C'est pas possible. Il faut vraiment prendre des habitudes d'un travail régulier sur ces cours d'approfondissement, de travail en bibliothèque, de travail avec un collègue, c'est pas mal de travailler à plusieurs pour voir si on a bien compris, se poser des questions, etc. C'est un travail très régulier qui va vous être demandé et c'est la condition de votre réussite. Une nouvelle licence, la licence professorat des écoles.
il y a eu une réforme en fait dans la formation des enseignants qui fait que maintenant vous passerez le CRPE, donc pour devenir professeur des écoles ou les CAPES, à la fin de votre licence 3, troisième année de licence. Ici, on va parler de la licence professorat des écoles, donc, qui est créée à compter de la rentrée prochaine et qui va préparer les étudiants à devenir professeurs des écoles. Alors, en 3 ans, on va vous préparer à passer le concours externe de recrutement des professeurs des écoles, ce qu'on appelle le CRPE. La licence, elle est un petit peu particulière par rapport aux autres licences que je viens d'évoquer avec vous, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme d'orientation progressive en L1, etc. Donc en fait, c'est une licence qui est destinée à des lycéens qui sont certains de leur projet. On en rencontre chaque année sur les forums. Moi, je veux devenir professeur des écoles. Donc si c'est vraiment votre projet, cette licence, elle est proposée, elle vous est proposée. Donc, elle sera mise en place au sein des centres INSPE de l'Académie Orléans-Tours. On la proposera à Orléans, 80 places, à Tours, 40 places, à Chartres, 40 places, et à Châteauroux. Alors pourquoi est-ce qu'on met en place cette licence? Je viens de vous le préciser. Avant, en fait, lorsqu'on rencontrait un lycéen qui nous disait « mais moi, mon projet, c'est de devenir professeur des écoles », eh bien, la réponse qu'on pouvait lui faire, c'est « tu fais la licence de ton choix, ce qui t'intéresse ». Et puis quand tu auras cette licence, tu candidateras dans un INSPE pour rentrer dans un master MEF, qu'on appelait MEF, premier degré, professeur des écoles, et après, à la fin de ta 2e année, donc à Bac plus 5, tu passeras le concours du CRPE et tu deviendras professeur stagiaire. Bon, c'était un petit peu long comme projection. Il y a eu une première tentative qui s'appelait licence PPPE, parcours PPE, qui vont fermer avec la mise en place de cette licence professorat des écoles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette licence professorat des écoles? 1570 heures de formation sur 3 ans, 10 semaines de stage au cours des 3 années. La L1, en fait, elle a pour objet de permettre l'acquisition des fondamentaux disciplinaires pour enseigner, et puis les premières immersions dans le métier, pour en appréhender toutes les facettes et en construire une représentation juste. C'est important. On veut devenir professeur des écoles, peut-être par nostalgie de ce qu'on a vu en primaire, mais il faut maintenant voir ce que c'est qu'être en charge d'une classe. Alors là, vous n'êtes pas en charge d'une classe dès la première année, c'est des stages d'observation, et puis voilà, vous allez effectivement voir si ça vous plaît ou pas. En L2, on va consolider vos savoirs, et puis découvrir la diversité des pratiques pédagogiques, et puis des premières mises en situation au sein de classe. Et puis, en L3, on va vous professionnaliser et puis exploiter plus avant, en fait, vos stages. Le contenu de la formation, donc, c'est des blocs, en fait, qui sont présentés. Donc, vous avez ici les différents blocs et puis les volumes horaires, des fourchettes. Les choses sont encore à définir. Le bloc 1, donc, c'est s'approprier les savoirs pour enseigner à l'école primaire. Donc, le bloc 1, c'est 70% du volume global. C'est une entrée forte en français, en mathématiques, et puis des renforcements disciplinaires, avec une concentration sur les disciplines bivalentes, histoire et géographie, sciences et technologies, arts plastiques, musique, voilà, sur les 2 premières années, en fait, pour garantir une régularité dans vos apprentissages, une densité dans vos apprentissages, et puis les enseignements de langue, l'EPS aussi est maintenu, puisque vous allez en avoir besoin dans vos pratiques. Le bloc 2, c'est analyser les caractéristiques des situations et des contextes d'enseignement ou d'apprentissage. Le bloc 3, c'est s'approprier le contexte institutionnel, l'exercice du métier. Il faut comprendre en fait dans quel cadre vous allez l'exercer. Et puis, bloc 4 est bien sûr consacré à la construction de son projet professionnel. Alors le bloc 1, je vous l'ai déjà présenté. Donc à la fin de votre 3e année, sous réserve de validation de certains enseignements, donc en français, en mathématiques, il faut quand même... et puis de 3 domaines sur 4, en art, histoire géo, MC, sciences et théologie, langue, les titulaires de la licence LPE seront dispensés des épreuves écrites du CRPE, ils ne passeront que les oraux. Et puis s'ils sont reçus au CRPE, ils entrent de droit
il n'y a plus de sélection ici, dans un master, M2E, premier degré. Ils sont élèves fonctionnaires en M1, ils sont fonctionnaires stagiaires en M2, et ils sont rémunérés comme tels, 1 400 € net en M1, 1 800 € net en M2. Au cours de votre master, vous allez alterner des périodes en classe et à l'INSPE de formation, où on va continuer, en fait, à vous former à votre futur métier. Alors, les licences LPE, elles sont supposées former 60% les enseignants du premier degré. C'est l'objectif assigné à ces licences. Mais on peut aussi devenir enseignant du premier degré en dehors de ces licences LPE. Ce sera certainement, si vous avez un doute, oui, moi je suis intéressé par les mathématiques, mais peut-être aussi par devenir professeur des écoles. Il ne faut pas aller sur une licence LPE, il faut aller vers une licence de mathématiques, et au sein de cette licence, en fait, on va vous proposer des modules qui seront soit intégrés dans la maquette, soit en dehors de la maquette, mais qui vont vous préparer au CRPE. Donc ce n'est pas la seule et unique voie pour aller vers le professorat des écoles. Au sein d'une licence disciplinaire aussi, dans le cadre de l'orientation progressive, vous aurez aussi la possibilité de vous préparer à cet examen. Voilà. Les buts, les bachelors universitaires de technologie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Eh bien, il faut comprendre les buts comme des formations professionnalisantes à Bac+3. Alors, ils sont assez intéressants, ces diplômes, parce qu'on va vous proposer en fait une démarche originale, assez particulière, où on va placer au cœur des apprentissages la notion de compétence. La validation de chaque année de but, elle se fait par bloc de compétences, et les programmes répondent en fait à des référentiels de compétences métiers. C'est une formation professionnalisante. Dès la première année, en fait, les étudiants ils sont confrontés à des situations proches d'un contexte professionnel, dans le cadre des SAE, ce qu'on appelle des situations d'apprentissage et d'évaluation, où en fait, ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont pu apprendre précédemment. Donc ces situations authentiques de mise en pratique, en fait, elles vont se complexifier avec la montée des compétences au fil des 3 années, et notamment aussi dans le cadre des stages et de l'alternance. Il y a entre 22 et 26 semaines de stage sur les 3 années d'un but. L'alternance, elle est proposée des fois dès la première année dans certains buts, et c'est quand même une chose relativement importante à noter, 1/3 des étudiants de but 2, de deuxième année de but, sont en alternance, 2/3 des étudiants de but 3 sont en alternance. D'accord ? Voilà, participe à la professionnalisation. Alors, les 4 IUT de l'Université d'Orléans vous proposent une offre relativement importante, très importante même. Vous avez ici les différentes spécialités de but proposées par nos différents IUT. Alors évidemment, je ne peux pas rentrer dans le détail de chacune de ces spécialités, mais là aussi, ce que vous devez retenir, c'est que la première année d'un but est une année d'orientation. Au terme de la première année, vous allez devoir choisir un parcours, une spécialisation. Et je donne ici 2 exemples. Je suis, moi, intéressé par la gestion des entreprises et l'administration, GEA. Je voudrais bien faire de la gestion. Donc, en première année, tout le monde fait la même chose, mais ensuite, vous devez choisir entre gestion comptable, fiscale et financière, gestion et pilotage des ressources humaines, gestion, entrepreneuriat et management d'activité, ou contrôle de gestion et pilotage de la performance. Mais vous avez toute la première année, en fait, pour découvrir ces différents parcours et faire un choix éclairé au terme de votre première année. On a ici cité, moi je suis intéressé par la chimie, j'aime bien la chimie, il doit y avoir des métiers à Bac+3 en chimie, bah oui, fais un but de chimie, première année tronc commun, et 4 parcours proposés ensuite dès la seconde année. Les conditions de la réussite en but. La première chose à faire si on veut réussir en but, c'est visiter les IUT. Rendez-vous dans un IUT, rencontrez les enseignants, rencontrez les étudiants des IUT. Ils sont les mieux à même de vous expliquer ce que vous allez faire et combien ils sont heureux en fait dans les IUT, parce qu'ils sont toujours contents les étudiants dans les IUT.
Donc voilà, il faut vraiment que vous rencontriez les enseignants qui vous détaillent exactement ce qui va être fait dans telle et telle, dans cette spécialité. Venez visiter les UT, c'est la première chose à faire. Les buts sont des formations sélectives, contrairement aux licences. Elles peuvent vous dire oui, elles peuvent vous dire non. Le principe de cette sélection, c'est de vérifier que vous disposez des attendus nécessaires à la réussite. D'accord ? C'est pas fait en licence, donc peut-être de l'échec pour ça, mais en but, on vérifie, oui, ok. Si on vous dit tu es classé, ça veut dire tu as les moyens de réussir dans cette formation. Un petit message aux bacheliers technologiques. Osez le but, c'est pour vous, c'est pour vous. 50% des places sont réservées au bac technologique. D'accord ? 50% des places sont réservées au bac technologique. Je reviens sur la campagne Parcoursup 2024 que j'ai évoquée au début de cette présentation. Il y avait 3832 bacheliers technologiques qui étaient sur Parcoursup dans l'Académie Orléans-Tours et qui ont fait des vœux, et donc 948 ont eu un vœu but accepté. Ça fait un quart. 11 362 bacheliers généraux étaient présents de l'Académie Orléans-Tours, étaient présents sur Parcoursup, ils ont fait des vœux, 1093 vœux de but acceptés. Si vous réfléchissez bien, vous vous dites, tiens, un quart des sortants de bac technologique ont été acceptés en but, et 10% des bacheliers généraux ont été acceptés en but. Il est plus facile pour un bachelier technologique d'intégrer un but. Parce qu'il y a beaucoup moins de bacheliers technologiques qu'il y a de bacheliers généraux. Donc voilà, ces formations-là, elles vous sont ouvertes à l'université, n'hésitez pas, c'est une belle formation, très solide. Les conditions de la réussite, de nouveau un petit tableau. Donc j'ai repris en fait les néo-bacheliers, donc qui venaient juste d'avoir leur bac, qui sont inscrits l'année dernière en première année de but. J'ai distingué les bacheliers généraux des bacheliers technologiques. J'ai regardé quelles mentions ils ont eues au bac. Donc les bacheliers généraux mention très bien, 100% étaient en deuxième année de but. 90% des bacheliers bien, 80% des bacheliers mention assez bien, 75% des bacheliers sans mention. Sur les bacs technologiques, on a grosso modo les mêmes résultats. 90% des bacheliers technologiques mention très bien étaient en but 2, 85% des mentions bien, 66% des mentions assez bien. C'est un petit peu plus compliqué pour les bacheliers sans mention. Voilà. Donc, en toute transparence, comme d'habitude, vous êtes un bachelier qui a des bonnes habitudes de travail, que ce soit général, un bac général ou un bac technologique, vous réussirez en but. Voilà. Le tout, c'est que ça vous intéresse aussi. Des fois, par mauvaise information, l'étudiant découvre que mince, c'était ça qu'on va faire, ça ne m'intéresse pas beaucoup, zut. Bon, voilà, ça fait partie d'étudiants qui soit se réorientent, soit quittent l'université pour se réinscrire dans d'autres établissements. Alors, par contre, il ne faut pas vous cacher que dans les buts, il y a du travail. Il y a entre 1600 et 1800 heures de cours sur les 3 années, c'est 1500 sur une licence, auquel vous ajoutez 600 heures d'activité encadrée, des projets, des SAE, donc entre 2200 et 2400 heures sur les 3 années. Vous aurez donc entre 32 et 35 heures de cours par semaine et tout au long de l'année, d'accord, de septembre jusqu'à mai-juin. Mais ils sont sympas dans les IUT, généralement ils vous libèrent le jeudi après-midi pour que vous puissiez faire du sport. Tous les enseignements sont évalués en contrôle continu, comme au lycée. Il n'y a pas d'examen terminal, il n'y a pas de période d'examen, c'est que du contrôle continu. La présence en cours est obligatoire. C'est une condition de la réussite. On peut tout à fait refuser de vous donner votre diplôme si vous êtes trop absent. Donc, formation professionnalisante à niveau Bac plus 3. Alors, ce n'est pas l'objectif de ces formations, mais un but est un diplôme qui confère le grade de licence, et donc qui va permettre une candidature dans des masters des universités. C'est une possibilité, mais petite info en dessous, la poursuite d'études à l'université, c'est pas si simple que ça. On a des étudiants qui candidatent, mais sur les 1600 étudiants qui ont été admis en master à la rentrée 2025 à l'université d'Orléans,
eh bien 73 avaient un but, d'accord? Et on sort près de 1000 étudiants diplômés de but par an. Ça ne veut pas dire que tous veulent poursuivre leurs études, mais voilà, il faut avoir ça en tête, hein. Si vous dites moi je veux faire un master après mon but, attention, c'est pas si simple que ça, c'est possible, mais c'est réservé aux super beaux dossiers, quoi. L'université, elle permet aussi de devenir ingénieur, puisque nous avons une école d'ingénieurs universitaires, l'école Polytech. Alors, l'école Polytech, qu'est-ce que c'est? C'est déjà une école qui appartient à un réseau d'écoles d'ingénieurs qui sont intégrées aux universités et qui vont proposer des cycles de 5 ans pour devenir ingénieur. Et donc, il y a 16 écoles Polytech en France, plus de 100 spécialités de formation d'ingénieurs, dans 12 domaines de formation, c'est 17 500 élèves. Voilà, c'est quand même un élément important du paysage de la formation des ingénieurs en France. Alors, elles sont à l'université, et elles sont particulières, parce que pour devenir ingénieur, vous pouvez tout à fait passer par une CPGE, une classe préparatoire aux grandes écoles, dans un lycée, mais vous pouvez aussi passer par des prépas intégrés, qui sont intégrés donc à une école d'ingénieurs, et c'est le cas de Polytech. Les lycéens donc, qui rentrent après leur bac à Polytech vont intégrer ce qu'on appelle le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, le PEIP. Et puis, au terme des 2 années de prépa, eh bien, vous allez choisir votre spécialité, alors à Polytech Orléans, mais aussi au sein des autres écoles Polytech. C'est une centaine de spécialités qui vous sont proposées au sein du réseau, et vous pouvez ou rester à Orléans ou partir d'Orléans. En fait, il y a toujours un grand mélange entre la 2e et la 3e année. On a des étudiants qui nous quittent pour aller vers les spécialités particulières qu'on ne propose pas à Orléans, et puis des étudiants qui nous rejoignent parce qu'on a des spécialités particulières à Orléans qui ne sont pas forcément faites ailleurs. Donc à Orléans, voici les différentes spécialités proposées. Génie civil et géo-environnement, génie physique et système embarqué, matériaux, mécanique, mécatronique. Bon, quand on est lycéen, ça ne veut pas dire grand-chose, ça. Puis moi je suis économiste, hein, donc je peux difficilement vous dire à quoi ça correspond. Génie industriel appliqué à la cosmétique, la pharmacie et l'agroalimentaire. Alors, c'est à Chartres, c'est proposé en formation initiale et en formation en alternance, et c'est aussi un parcours qui vous permet une double diplomation pharmacien-ingénieur. Alors, vous allez à la fois être ingénieur, mais aussi, avec la faculté de Tours, intégrer la faculté de pharmacie et devenir pharmacien. Alors là, on n'est plus à Bac plus 5, on est plutôt à Bac plus 7, Bac plus 8. Mais c'est une possibilité qui vous est offerte. Donc, management de la production, c'est exclusivement en alternance, et puis le smart building, exclusivement en alternance. Voilà. Bon, il ne faut pas se limiter à ces spécialités-là. Je vous dis, plus d'une centaine de spécialités vous sont ensuite proposées. Alors, comment est-ce qu'on rentre à Polytech? Eh bien, il y a un concours qui s'appelle le concours GEPI. Donc, vous pouvez vous renseigner sur Internet. Il y a en fait 2 concours. Un concours pour les bacs généraux, qui va vous permettre d'intégrer 35 écoles d'ingénieurs publics. Public, c'est moins cher. Et puis un concours aussi pour les bacs technologiques, parce qu'il va falloir aussi parler des bacs technologiques. Il y a, si vous êtes bachelier technologique, des possibilités pour vous de devenir ingénieur. Le concours GEPI, il s'adresse aux étudiants STI 2D ou STL. Il y a 14 écoles qui proposent donc des admissions à des bacs technologiques, et Orléans en propose. Donc il faut s'inscrire entre le 19 et le 12 mars. Il y a une épreuve écrite, c'est le 28 avril. Il y a 200 centres vous passez ce test en France, à l'étranger. Il y en a un à Orléans. Voilà. Bon. Alors, les conditions de la réussite. Donc évidemment, bon, j'ai repris mes inscrits en première année, bac général, les mentions. Bon, évidemment, globalement, 76% des étudiants réussissent leur première année. Je voudrais juste faire un point particulier sur les bacs technologiques. Vous voyez, il y en a. D'accord, il y en a. Alors, les étudiants titulaires d'un bac technologique, en fait, ils sont inscrits, c'est un truc qui existe avec l'UT d'Orléans, dans un
but, soit le GMP, génie mécanique ou productique, ou soit dans le but MT2E, donc métier de la transition énergétique, je ne sais plus le deuxième E. Et donc ils ont un programme pédagogique adapté. Ils vont suivre à la fois leur but, mais aussi un ensemble d'enseignements qui va leur permettre de rejoindre Polytech en deuxième année. Donc vous voyez ici pour les bacheliers techno, donc ce qu'ils sont devenus ensuite. Si évidemment ça se passe pas bien, ben, vous avez toujours la possibilité de rester dans votre but. Par exemple, on a 2 étudiants qui ont eu un bac techno mention à bien. Il y en a un qui est actuellement en deuxième année de prépa Polytech, et puis 2 qui, non, finalement, c'est pas pour moi, et qui donc suivent leur but 2. Donc ils finiront diplômés, mais ils ont tenté le coup. Puis il y en a un qui est parti, qui nous a quittés. Donc il y a des possibilités pour les bacheliers technologiques de devenir ingénieurs. Moi, j'ai regardé un truc très simple. En 3e, 4e et 5e année à Polytech, quelle est la proportion d'étudiants qui ont un bac technologique? Eh bien, on a 10% de nos inscrits qui sont titulaires d'un bac technologique. Donc il y a des possibilités. Il faut que vous l'ayez en tête. Les conditions de réussite, alors en termes de volume de travail, vous avez entre 30 et 35 heures de cours par semaine, c'est entre septembre et mai. Là aussi, les jeudis après-midi sont libérés. L'évaluation, elle est en contrôle continu. La présence en cours, elle est obligatoire. Et ce qui est important aussi, c'est que chaque étudiant du PIP bénéficie d'un tutorat assuré par un enseignant-tuteur de Polytech qui va vous rencontrer régulièrement et voir si les choses se passent bien pour vous. Voilà. Les études de santé, PASS, hélas. Alors PASS, hélas, donc c'est un petit peu compliqué, et puis si aujourd'hui vous comprenez enfin ce que sont les PASS et les LAS, c'est pas de bol, puisque nous aurons une réforme à la rentrée 2027 qui changera un tout petit peu cette organisation. Bon, je peux difficilement vous en parler, mais je vais vous parler de ce qui est encore mis en place et qui donc jouera pour la rentrée 26. Le principe est le suivant. Les lycéens qui souhaitent se diriger vers les professions de santé, donc on parle ici de la médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie ou kinésithérapie, ils doivent intégrer une première année de santé, et ces premières années de santé, il y en a 2 formats, le parcours accès santé, le PASS, ou la licence accès santé, la LAS. Qu'est-ce qu'on fait en PASS? En PASS, les enseignants vont suivre essentiellement les enseignements de santé, mais aussi les enseignements d'une mineure disciplinaire. Ces enseignements de santé et les mineurs disciplinaires, c'est parfaitement identique entre Orléans et Tours, puisque ce système PASS et LAS, il est construit conjointement avec l'Université de Tours. Exactement la même chose. En LAS, donc en licence accès santé, donc vous allez vous inscrire dans une licence disciplinaire, vous allez suivre la plupart des enseignements d'une licence disciplinaire, mais vous allez aussi suivre des enseignements de santé. Ces modules de santé, que vous suivez en distanciel, ils sont identiques, quelle que soit la LAS, la licence accès santé, et quelle que soit l'université, qu'elle soit à Orléans ou à Tours. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on propose à Orléans? On propose 6 PASS, sciences de la vie, mathématiques, STAPS, physique, chimie, économie, donc des enseignements de santé et une mineure sciences de la vie, ou une mineure mathématiques, ou une mineure STAPS, physique. Et on propose toutes ces LAS, sciences de la vie, mathématiques, STAPS, à Orléans et à Bourges, LAS physique, chimie, économie, gestion, droit, géographie. D'accord? Donc voici les différentes, l'offre orléanaise. Vous pouvez tenter l'admission en MMOPK 2 fois. On peut essayer une fois, puis on échoue, après on essaie une deuxième fois. L'inscription en PASS compte pour une tentative. Donc, dès que vous êtes inscrit en PASS, on considère que vous allez tenter l'admission MMOPK. En LAS, c'est un tout petit peu différent. On va vous demander, après les résultats du premier semestre, si vous voulez tenter votre chance ou pas. Donc en PASS, on a le droit de tenter 2 fois les choses. En PASS, c'est obligatoirement une première chance
utilisé en passe. En LAS, si vous êtes inscrit en LAS 1, c'est à vous de décider si vous tentez votre chance ou pas. Et si vous ne la tentez pas cette année-là, vous pourrez la tenter les années d'après en vous disant, bah, tiens, je suis prêt. Alors, quel est le cheminement? Donc, on a deux étudiants, un inscrit en passe maths et puis un autre inscrit en LAS chimie. Alors, on va déjà regarder ce qui se passe si on échoue. Si vous êtes en LAS et que vous échouez, eh bien, vous pourrez vous inscrire dans un portail chimie de droit, il n'y a pas de problème, ou vous pouvez bien sûr vous réorienter via Parcoursup, mais vous ne pourrez pas postuler ni en LAS ni en passe. C'est pas possible. Si je suis en passe maths, eh bien, là, si j'échoue, c'est forcément une réorientation vers Parcoursup, mais vous ne pourrez pas de nouveau postuler en LAS ni en passe. Voilà, ça, c'est les textes réglementaires qui nous obligent ça. Alors ça, c'était le cas où vous allez échouer. Maintenant, si vous validez votre année, qu'est-ce qui va se passer? Si vous validez votre année en session 1, déjà, première chose, en session 1. Si vous validez votre année en session 1, il va y avoir un classement qui va être fait. Pour les passes, qu'est-ce qu'on fait? On regarde vos notes en santé, on regarde votre classement dans la mineure. Pour les étudiants en LAS, on va regarder votre classement dans la LAS et on va regarder votre note en santé. D'accord? Et puis, donc, ce classement, il est établi, et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, les mieux classés seront admis direct dans M, O, P ou K, selon ce qu'ils auront choisi. Les autres seront autorisés à l'oral. Et donc, à l'oral, ben, vous allez rencontrer, vous allez passer des épreuves orales, ce sont des épreuves où on essaye de voir si vous êtes capable de vous exprimer, capable d'empathie, comme ça, c'est assez particulier. Et puis, au terme de l'oral, ben, soit vous êtes admis, MOPK, soit vous êtes non admissible. Ce sera aussi le cas des gens qui sont classés pas bien. Non admissible, ça veut dire quoi? Vous avez validé votre première année, mais donc vous pouvez poursuivre vos études. Donc l'étudiant en passe maths qui a validé mais qui est non admissible va pouvoir continuer ses études en L2 maths ou en LAS maths s'il le souhaite et tenter une deuxième fois l'admission MMOPK. L'étudiant qui est inscrit en LAS chimie, s'il est non admissible, il a quand même validé son année, il va pouvoir poursuivre son cycle et donc s'inscrire soit en LAS de chimie et tenter une nouvelle fois sa chance, ou même tenter pour la première fois sa chance s'il était non admissible parce qu'il n'a pas voulu passer l'examen, en LAS de chimie, ou en L2 chimie en disant « Oh, finalement, santé, non, je préfère vraiment la chimie. » D'accord? Donc voilà un petit peu le cheminement des choses. Alors, ce qu'il faut aussi que vous ayez en tête, c'est que à l'entrée même, dès le mois de septembre, en fait, le nombre de places qui va être donné aux étudiants en passe, ou en LAS 1, ou en LAS 2 ou 3, dans telle filière, etc., en médecine, tout ça, c'est donné. C'est certain, c'est connu. Par exemple, donc là, c'est pour la rentrée universitaire 2026. Donc c'est pour les étudiants qui sont actuellement en passe ou en LAS, on sait qu'il y a 382 étudiants qui seront admis MMOPK sortant de passe. 162 iront en médecine à Tours, 49 iront en médecine à Orléans. On le sait. 18 iront en maïeutique, 17 iront en odontologie à Tours, 5 iront à Nantes, sur les LAS 1, etc. Donc ça, c'est fixé d'avance. Ça veut dire que ce n'est pas la guerre des passes contre les LAS. Ce n'est pas la guerre des LAS 1 contre les LAS 2 et des LAS 3. De toute façon, les places sont déjà définies à l'avance, nombre de places qui seront données à chaque cas, passe, LAS 1 ou LAS 2, 3, c'est donné déjà à l'avance. Pour le choix de la ville, en fait, vous voyez, en médecine, on peut aller à Orléans ou à Tours, en odontologie, on peut aller à Tours ou à Nantes, et en kiné, on peut aller à Orléans ou à Tours. En fait, c'est en fonction de votre rang de classement. Bonjour, il y a des places à Orléans et à Tours, vous voulez aller où? Bah, moi, je veux aller à Orléans. Il y a des places à Orléans et à Tours, vous voulez aller où? Moi, je veux aller à Tours. Bon, puis à la fin, évidemment, les étudiants les moins bien classés n'ont plus le choix. Mais voit-il que voilà, votre choix de ville, si vous êtes bien classé, bah, vous pourrez le faire. Voilà à peu près les choses, comment elles se passent. Alors, bien entendu, bah, les conditions de la réussite. Alors, cette fois-ci, j'ai pas ressorti les mentions bac.
Mais juste pour vous montrer que, voilà, sur nos étudiants inscrits l'année dernière à Orléans, d'accord, en passe, par exemple, 37 sur les 133 ont rejoint MMOPK. Vous allez dire, c'est pas beaucoup. C'est extrêmement sélectif. D'accord, c'est pas des programmes simples. Les études en passe ou en LAS, c'est vraiment des études qui nécessitent un investissement très fort. Parce que non seulement il faut que vous validiez votre année, mais aussi il faut que vous soyez bien classé. Donc il ne faut pas que ouais, c'est bon, j'ai eu 10, ça ne marchera pas. Il faut quand même que vous soyez parmi les premiers. Donc 37 des étudiants inscrits en passe à Orléans sont maintenant en MMOPK, donc on en a 19 en médecine, 3 en odontologie, 3 en pharmacie, 12 en kiné. Dans le même temps, 53 des étudiants qui étaient inscrits en LAS 1 sont maintenant en MMOPK, 76% des étudiants qui étaient en LAS 2 sont, voilà, etc. Donc voilà, 187 étudiants qui étaient inscrits soit en PASS, soit en LAS 1, en LAS 2 ou en LAS 3, sont maintenant en deuxième année de santé, en médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kiné. Après, qu'est-ce qu'ils deviennent s'ils ne sont pas en santé? Certains vont poursuivre en L2. Vous avez 34 de nos passes qui sont en L2, compris, normalement ils sont en LAS 2, je n'ai pas été vérifié, enfin, je veux pas, il est compliqué mon tableau, donc je n'ai pas rajouté des lignes, des colonnes. 106 de nos LAS 1 sont maintenant en LAS 2. Après, on a bien sûr des réorientations au sein de l'université, et puis aussi des étudiants qui nous ont quittés, d'accord, qui ne sont plus inscrits à l'université. Mais voilà, donc c'est une possibilité. Qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est toujours la question auquel on fait face. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Il faut choisir PASS ou il faut choisir LAS? Il faut bien l'avoir en tête aussi, il n'y a absolument aucune différence entre les taux de réussite des sortants de PASS ou de LAS en seconde année de santé de maïeutique, odontologie, pharmacie, kiné. PASS ou LAS, en termes de réussite, une fois que vous êtes rentré, ça ne change absolument rien. Même taux de réussite. Seuls les taux de réussite en médecine diffèrent. Les sortants de PASS réussissent mieux que les sortants de LAS. Voilà, c'est l'information qui est importante. Ce que vous devez aussi avoir en tête, c'est que l'accès en PASS est difficile. Ce n'est pas un accès sélectif, mais il y a peu de places. 160 places à Orléans et 3000 candidatures. Tours, il y a plus de places, mais il y a encore plus de candidatures. Il est impératif, si vous postulez en PASS, de doubler vos candidatures avec des LAS. Si vraiment, si vous voulez faire le PASS, c'est tellement sélectif qu'il est important, en fait, de doubler votre candidature en LAS. C'est sélectif au point que 60% à peu près, 60-65% des inscrits en PASS ont une mention bien, une mention très bien au bac. Alors, c'est très, très sélectif dans ce sens-là. Ce qui est aussi important, c'est que le choix de la mineure disciplinaire ou de votre licence disciplinaire, il ne doit pas être fait au hasard. Sur Parcoursup, n'allez pas faire des vœux sur des disciplines qui ne sont pas vos points forts. On voit régulièrement des étudiants, parce qu'en fait, quand vous postulez par exemple sur une PASS, quel que soit le nombre de mineurs auxquels vous postulez, ça ne compte que pour un vœu. Et on a régulièrement des étudiants qui se mettent sur toutes les mineures. J'ai jamais fait de physique de ma vie, je candidate en passe physique. S'ils vous prennent en passe physique, vous allez avoir des petits problèmes. Ça ne va pas bien se passer. Ne postulez que sur des disciplines qui sont vos points forts. D'accord? Parce que aussi bien en passe qu'en LAS, valider votre année, c'est important, mais c'est votre rang de classement aussi qui est extrêmement important. Donc, il faut que vous validiez bien. On ne s'engage pas sur une discipline qui vous intéresse pas, quoi. Les études de santé, c'est compliqué, c'est dur, donc il ne faut pas que votre discipline en LAS ou votre mineur disciplinaire en PASS soit un handicap pour vous. Il faut vraiment que vous preniez la discipline qui vous va le mieux, qui est pour vous un point fort. Alors, l'Institut universitaire de formation en psychomotricité, c'est aussi une des grandes nouveautés de la rentrée 2026. Alors, la formation des psychomotriciens était offerte jusqu'à présent par l'Institut de formation paramédicale, l'IFPM, du CHU d'Orléans. Et en fait, cette formation, elle est déjà sur le campus depuis des années.
mais elle sera intégrée à l'offre de formation de l'Université d'Orléans, et donc si vous souhaitez postuler à cette formation, eh bien, c'est sur l'espace Parcoursup de l'Université d'Orléans que vous allez pouvoir le faire. Alors, un psychomotricien, le psychomotricien, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà un professionnel de santé, un auxiliaire médical et qui conçoit, élabore et réalise des actions d'éducation psychomotrice, de prévention, d'éducation pour la santé, de rééducation, de réadaptation et de thérapie psychocorporelle. Il va intervenir donc dans des programmes d'éducation thérapeutique, c'est ce qui est indiqué sur mon slide. Il contribue donc à la réhabilitation et à la réinsertion psychosociale du sujet. Donc c'est une formation en 3 ans, post-bac, qui va vous donner un diplôme d'état de psychomotricien. Et donc, l'idée de cette formation, c'est de vous permettre d'acquérir à la fois des connaissances théoriques, médicales, en sciences humaines, et puis assez spécifiques au domaine, d'acquérir aussi un raisonnement théorico-clinique réflexif, réfléchir à ce que vous faites, la maîtrise de techniques psychomotrices sur le terrain, et puis, bien sûr, une certaine disponibilité corporelle personnelle. Alors, bon, le psychomotricien, voici en fait sur cette présentation un ensemble d'informations sur quelles seront ses conditions d'exercice. Donc déjà, il exerce son métier sur prescription médicale dans un ensemble d'établissements qui soient des services publics ou privés ou médicaux ou sociaux, éducatifs ou sanitaires et sociaux, enfin des structures de loisirs ou sportifs. Donc dans le cadre soit d'un exercice libéral ou soit d'un exercice salarié. D'accord ? En libéral, on a des psychomotriciens libéraux et puis aussi salariés dans des structures dans lesquelles ils ont été recrutés. Bien entendu, vous n'allez pas travailler tout seul, hein. Vous travaillez avec des partenaires de santé, des équipes pluridisciplinaires, des intervenants en soins. Voilà, c'est pas un métier où on travaille tout seul. Et puis, donc, il y a une possibilité de professionnelle qui est relativement large, de la fois de la petite enfance, mais aussi en EHPAD, mais aussi dans le cadre de psychiatrie adulte ou en pédopsychiatrie. Enfin, il y a pas mal de domaines d'application de ces métiers. Et puis, il y a toujours des opportunités qui s'ouvrent. Il y a pas mal de nouveaux champs d'exercice qui vont apparaître dans les soins palliatifs, dans le milieu pénitentiaire, dans l'intervention en entreprise aussi, ou la préparation mentale du sportif. Voilà, c'est aussi partie des possibilités d'intervention d'un psychomotricien. Et évidemment, c'est pas un métier dans lequel il y a du chômage. Vous pouvez travailler immédiatement, on n'a jamais aucune difficulté. Moi, j'assiste chaque année à la remise de diplôme de l'IFP, puisqu'ils sont sur le campus, et à chaque fois qu'un étudiant reçoit son diplôme, on lui demande où est-ce qu'il travaille. Il travaille, toujours, et il vient juste d'être diplômé. Vous avez ici, en fait, le contenu de la formation. C'est une formation qui est assez importante. 2522 heures, sur 3 ans, c'est assez dense, de septembre jusqu'à juin. 1842 heures de formation donc à l'Institut, mais 680 heures de stage. Et ces stages, ça commence dès la première année, 80 heures de stage en première année, 200 heures de stage en deuxième année et 400 heures de stage en troisième année. D'accord ? Donc voilà, il y a la dimension stage est excessivement importante. C'est un petit peu normal dans le cadre d'une professionnalisation. Il faut quand même que vous puissiez commencer à exercer votre futur métier. Les conditions de la réussite. L'année dernière, en fait, l'école offrait 27 places et a reçu plus de 1600 candidatures. La formation, elle est sélective. Elle peut vous dire oui, elle peut vous dire non. Et qu'est-ce qui vous est demandé ? Eh bien, c'est déjà une bonne connaissance préalable du métier. Il faut déjà bien vous renseigner sur ce qu'est ce métier. Et il faudra le montrer dans votre dossier Parcoursup. Une forte motivation est aussi indispensable dans cette formation-là. Une certaine maturité est très appréciée aussi. Pour preuve, en fait, les candidatures d'étudiants qui sont en réorientation ou qui sont déjà diplômés post-bac ou qui ont déjà entamé un cycle, une réorientation, c'est pas forcément un échec, hein.
qui ont déjà commencé quelque chose et qui se disent « Tiens, j'ai découvert ce métier-là ». Donc, toutes ces candidatures d'étudiants en orientation, elles sont toujours examinées avec un soin particulier parce qu'on sait qu'on a là, face à nous, des candidats qui sont beaucoup plus matures que les autres et qui ont donc beaucoup plus réfléchi à leur projet. Donc il faut vraiment, si vous êtes futur bachelier, que vous démontriez dans votre dossier que vous connaissez le métier, que vous avez les informations sur ce métier et que vous êtes fortement motivé. C'est essentiel pour pouvoir intégrer cette école. Un profil scientifique est demandé. Et les spécialités sciences de la vie et de la terre sont particulièrement appréciées aussi dans l'évaluation de votre dossier. Un dernier point dans cette présentation qui aura été très longue, je l'ai évoqué régulièrement, l'alternance à l'Université d'Orléans, c'est un phénomène important. Quelques petites illustrations ici. Donc, vous avez ici sur cette carte déjà les lieux d'apprentissage des entreprises dans lesquelles nos étudiants font leur apprentissage. Et donc, évidemment, plus le cercle est important, plus le nombre d'étudiants est important. Et donc, 75%, alors ici c'est pour 23-24, 75% de nos étudiants ont fait leur apprentissage en région Centre-Val de Loire, mais on en a aussi près de 8%, 9% qui ont été en Île-de-France et 6,8% qui étaient en dehors, en fait, de l'Île-de-France. C'est environ 2000 apprentis chaque année. C'est 11% de nos étudiants qui sont en alternance à l'Université d'Orléans, que ce soit en première année, en but 1, alors c'est pas très répandu, mais il y en a quelques-uns, but 2, but 3, en licence professionnelle, en master 1, master 2, et dans nos cycles ingénieurs. Cet apprentissage, on le retrouve en fait dans toutes nos formations professionnalisantes. C'est une dimension importante qui aide à la professionnalisation de nos étudiants. Donc, toutes nos formations professionnalisantes, les buts, les licences professionnelles, donc c'est un diplôme qui est accessible après un bac plus 2, donc je ne l'ai pas évoqué aujourd'hui. Les masters qui font suite aux licences et puis les formations ingénieurs sont toutes des formations professionnalisantes. Vous trouverez toujours de l'apprentissage, de l'alternance dans ces formations. Je l'ai déjà précisé lorsque j'ai présenté les buts. 1/3 des étudiants de but 2 sont en alternance, 2/3 des étudiants de but 3 sont en alternance. Dans les licences professionnelles, c'est plus de 50% des étudiants qui sont en alternance. En M2, c'est 40% des étudiants qui sont en alternance. Et c'est aussi près de 40% des étudiants en dernière année de Polytech. Alors, l'alternance, il faut bien le comprendre, il y a des débats autour de l'alternance actuellement. L'alternance, elle est proposée aux étudiants de l'Université d'Orléans. Ce n'est pas une obligation. Et là, je vais être vilain. Ce n'est pas une obligation pour échapper à des droits d'inscription tels que ceux pratiqués par les organismes de formation privés. On a effectivement dans la presse actuellement « Oh là là, j'ai pas trouvé d'apprentissage, oh là là, j'ai pas trouvé d'apprentissage, je vais devoir payer 8-10 000 euros ». Ce n'est pas l'université. Ce sont les écoles privées. Nous, alors, le nombre d'apprentis est stable. Chez nous, il n'y a pas de baisse d'apprentissage. C'est une reconnaissance aussi de la qualité de nos formations. Et les droits de formation à l'université, je vous les donne quand même. Ce qu'on demande à un étudiant en droit d'inscription en licence, en but ou en licence professionnelle, c'est 178 euros. En master, c'est 254 euros. En doctorat, c'est 397 euros. Et en formation d'ingénieur, c'est 628 euros. Et pour rappel et pour information importante, les étudiants boursiers sont exonérés de droits universitaires. Ils sont aussi exonérés de CEVEC. On demande aussi aux étudiants de payer ce qui s'appelle la contribution à la vie étudiante et de campus. C'est de l'argent qui nous est ensuite redonné en partie pour qu'on puisse financer tout un ensemble d'actions autour de la vie étudiante. 205 euros, ça c'était l'année dernière, donc les étudiants boursiers ne payent ni CEVEC ni droit universitaire. Donc voilà, l'alternance c'est un choix de l'étudiant, il lui est proposé, il en veut pas,
c'est à lui de faire son choix, mais c'est régulièrement proposé dans un ensemble de formations à l'université. J'ai terminé avec la présentation de toutes nos formations. J'ai dû être extrêmement long, mais j'espère vous avoir convaincu que ça en valait effectivement la peine. Merci pour votre attention, si vous êtes arrivé au bout de cette présentation. Et n'oubliez pas, nos prochains rendez-vous, donc on pourra se rencontrer au Salon de l'étudiant, c'est le 6 décembre 2025 prochain à Orléans. On pourra se rencontrer au Salon de l'orientation 2026, les dates vous sont rappelées sur la slide. On se rencontrera sûrement à la journée porte ouverte du 7 février 26. Je rappelle nos sessions YouTube de janvier 26, le programme sera ajouté dans la description de cette vidéo, en direct mais aussi en rediffusion. Vous pouvez d'ores et déjà consulter les YouTube qu'on a pu proposer l'année dernière. Ils sont pas super à jour, mais on va les remettre à jour dès janvier. Voilà, j'espère que vous avoir intéressé, j'espère que vous avez appris des choses, et puis j'espère bien sûr vous compter parmi nos étudiants à la rentrée prochaine. À bientôt.